Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette édition du journal de Radio Afrique Santé, la première radio thématique santé au Bénin. Nous ouvrons immédiatement cette session d'information par l'encadrement de l'avortement au Bénin. Que dit la loi numéro 2021-12 modifiant et complétant la loi 2003-04 du 3 mars 2003? L'environnement sera également présent dans ce journal Semaine africaine du climat 2023. C'est un rendez-vous pour ne pas se retrouver à la COP 28 en tant que mendiant, affirme Fulbert Adjimerossou dans ce journal. Et pour finir, le sport, le champion olympique marocain Soufiane El Bakkali s'est emparé d'un deuxième titre de champion du monde du 3000 mètres steeple. C'était les titres, place à présent au développement. Autrefois au Bénin, selon les statistiques officielles, 200 femmes perdent la vie chaque année des suites de complications liées à l'avortement, souvent pratiqué dans la clandestinité. Pour changer la donne, depuis 2021, l'interruption volontaire de grossesse IVG est autorisée jusqu'à 12 semaines, mais selon les conditions bien précises détaillées dans la loi numéro 2021-12 du 20 décembre 2021. Mais quelles sont les conditions que doivent remplir les hôpitaux dans lesquels les femmes peuvent se faire une IVG? Il y a 3 conditions non négociables, déclare Dr Simon Seto, chirurgien des hôpitaux à la retraite. D'abord, n'importe quel agent de santé ne se lève. Allez, viens, je vais te faire une interruption volontaire de grossesse. Cet agent de santé devra être qualifié. Et donc, il y a premièrement l'auteur de cette interruption volontaire de grossesse. Il connaît, il est qualifié pour. Ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait l'environnement pour éduquer, éclairer la femme, même si la loi l'autorise à aller demander un avortement, lui expliquer tous les contours. Bref, il faut qu'il y ait le cadre. Donc, il faut qu'il y ait un petit bloc pouvant procurer ce soin-là. 2. Troisièmement, tu as l'espace, tu n'as pas le plateau technique. Il faut avoir le matériel qu'il faut, bien adéquat, et les médicaments qu'il faut pour aller à l'interruption volontaire de grossesse. Donc, lorsque ces 3 conditions ne sont pas remplies, celui-là n'est pas autorisé. En dehors de ces 3 conditions citées, il y a un point crucial sur lequel la loi met l'accent. N'importe quelle femme enceinte ne peut faire recours à une IVG, clarifie Dr Simon. Lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse, ça veut dire que une femme contracte une grossesse mais n'a pas les moyens matériels de faire sur cette grossesse-là à l'accouchement. Forcément, il peut y avoir des complications. Le mari ne fait rien. Tout ce que lui sait faire grossesse. C'est la femme qui va, avec son petit commerce, ses bricolages, va être en train de supporter les charges de la famille. Toi, tu te lèves encore, tu la fous enceinte. La femme, là, pour cette raison, est en détresse matérielle. Elle ira demander à un médecin, gère-moi ça, et on va le faire aujourd'hui. Non. Une détresse éducationnelle, ces gamines-là. Aujourd'hui, on en trouve de 13 ans enceintes. Lorsque c'est des conditions comme ça, les parents sont autorisés à amener leur fille, on va leur procurer un avortement. Autre particularité de la loi numéro 2021-12 du 20 décembre 2021, l'IVG est autorisée jusqu'à 12 semaines lorsqu'elle est susceptible d'occasionner une situation de détresse professionnelle et morale. Dr Simon explique. Il y a également une détresse professionnelle. Tu dois savoir que dans certaines entreprises, lorsqu'on vous recrute, on dit « pas de grossesse avant 2 ans ». C'est martelé tellement que
c'est croché dans ton cerveau. Le plus souvent, de jeunes filles ou bien des femmes mariées qui sont en train de galérer jusqu'à trouver ce job-là et puis une grossesse intervient. Mais alors, une charge de plus. Et avant que cet enfant-là ne soit quelque chose, il faut d'abord encore que toi tu aies les moyens de pousser ou d'accompagner cet enfant-là jusqu'à ce que, adulte, il soit capable de te prendre en charge. Une femme dans cette condition-là, la loi l'autorise. Et puis maintenant, il y a une détresse morale. C'est cette femme-là, sa première fille a déjà 3 enfants, elle est mémée, croyant déjà à la ménopause. Elle contracte une grossesse. Elle va faire quoi? La loi l'autorise. L'environnement est également au cœur de cette édition. La Semaine africaine du climat s'ouvre le lundi 4 septembre à Nairobi, au Kenya, sous le thème Solidarité africaine pour une action climatique mondiale. L'événement réunira plusieurs décideurs africains. Que peut-on attendre de cette Semaine africaine du climat? Vu que l'Afrique n'est responsable que de 3,8% environ des émissions totales de gaz à effet de serre dans le monde, est-ce que les résolutions qui seront prises au cours de la semaine peuvent véritablement faire bouger les lignes en matière de lutte contre le réchauffement climatique en Afrique? Pour des analyses, Erwan Oliide reçoit dans le fauteuil de l'invité Fulbert Adjimerossou, journaliste spécialiste des questions environnementales. Suivons plutôt. Fulbert, bonjour. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, la Semaine africaine du climat s'ouvre le lundi 4 septembre à Nairobi, au Kenya, sous le thème Solidarité africaine pour une action climatique mondiale. Que peut-on attendre de cette Semaine du climat? On attend toujours que l'Afrique puisse préparer correctement sa COP. Parce que bientôt ce sera la COP 28. Oui. Et c'est un rendez-vous, c'est une occasion pour pouvoir converger les différentes actions à mener à Dubaï pour ne pas se retrouver à la COP en tant que mendiant. Parce que très souvent, on va là-bas pour défendre la position de l'Afrique, mais on nous voit comme un mendiant. On nous voit comme celui qui commande des ressources pour pouvoir créer la résilience sur le continent africain. Donc il faut davantage affiner les positions, il faut davantage définir les priorités. Et en termes de priorités, il y a la question qui a été abordée à la COP27, qui est celle de la compensation, la question des pertes et préjudices, qui peut revenir davantage ou qui doit revenir. Et à la question de la transition énergétique, qui est également une question cruciale, parce que faut-il laisser le pétrole africain pour s'approprier le soleil? C'est-à-dire, faut-il laisser les énergies fossiles pour notamment les énergies renouvelables? Beaucoup se disent aujourd'hui l'Afrique a des ressources comme le pétrole pour pouvoir se développer. Pourquoi abandonner alors que les Européens, alors que les Occidentaux ont davantage construit le développement à partir de ces énergies-là? Donc il y a ce débat-là qui revient de plus en plus. Donc ces questions seront davantage abordées à Nairobi début septembre. Mais d'aucuns pensent que cette rencontre est une rencontre de plus, que l'Afrique n'a pas grand-chose à décider. L'Afrique a beaucoup à décider parce que l'Afrique, certes, n'émet pas grand-chose en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais l'Afrique est essentiellement vulnérable. Quand on est actuellement dans la période de crue, notamment au Bénin, en début de période de crue, et quand on voit les situations notamment à partir du bassin du Niger, les situations en termes de ravages quand il y a crue, on voit la vulnérabilité davantage des communautés à laquelle il faut faire face. Mais il faut des moyens pour ça. Le problème en Afrique, c'est qu'on n'a pas de moyens pour pouvoir véritablement s'adapter. On n'a pas de moyens pour pouvoir véritablement résoudre les situations de crise. Quand il y a une crise d'inondation quelque part, il faut forcément attendre pour déployer les moyens. Il faut forcément attendre pour déployer des secours. Mais quand il y a une situation d'urgence en Europe, ils sont suffisamment préparés pour ça, en moins de 24 heures ou en moins de 48 heures réglés. Ici, en termes de prévention même climatique, on n'a pas forcément les dispositifs pour les mécanismes appropriés. Quand on lance une alerte météo, combien de personnes sont atteintes? Quand on avertit que peut-être dans 2 semaines, le bassin se fera passer au rouge, combien de personnes sont touchées? Et quelles sont les dispositions qui sont prises pour qu'effectivement,
on puisse déplacer les gens de tel milieu à tel autre. Donc on a beaucoup de situations chez nous qui font que notre vulnérabilité est un problème à aborder à ces rencontres-là. Donc, ce n'est pas des rencontres de trop. Il faut harmoniser forcément les points de vue pour aller de l'autre côté à la COP avec des idées assez fortes. Fulbert Adjimerassou, merci. C'est moi. Je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste des questions environnement. C'est tout pour ce numéro de l'invité du jour. À très vite sur Radio Afrique Santé. L'intégralité de cet entretien avec Fulbert Adjimerassou, journaliste spécialiste des questions environnement, est à retrouver sur notre chaîne YouTube Radio Afrique Santé. Suite à une enquête sur les capacités des laboratoires menée en avril 2023, 7 laboratoires nationaux de référence ont été invités à bénéficier d'une formation pratique d'une semaine du 28 août au 1er septembre 2023 sur le diagnostic avancé et les séquences moléculaires du virus de la peste porcine africaine PPA au laboratoire de référence l'OMSA pour la PPA, situé à l'Institut de recherche vétérinaire d'Onderspoor-Ovry à Pretoria, en Afrique du Sud. Les pays bénéficiaires sont le Botswana, le Bénin, le Mali, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tanzanie. Ces pays disposent soit de procédures déjà bien établies pour le diagnostic de base de la peste porcine africaine, soit des capacités globales et l'infrastructure nécessaire pour commencer à diagnostiquer la peste porcine africaine à la suite de la formation. Il est à noter que cet événement s'adresse exclusivement aux techniciens de laboratoire désignés des pays sélectionnés. Aux États-Unis, amende pour un complot d'entente illégale sur les prix de médicaments. Teva, le géant israélien de l'industrie pharmaceutique, va verser 225 millions de dollars en pénalité pour avoir gonflé le prix de certains médicaments. Dans la même affaire, le groupe indien Glenmark va payer 30 millions de dollars. En échange, Washington suspend les poursuites en cours contre les deux compagnies. C'est le dernier acte d'une longue procédure judiciaire qui a débuté en 2019. Pour finir, le champion olympique marocain Sofiane El Bakkali s'est emparé d'un deuxième titre du champion du monde de 3000 mètres steeple mardi à Budapest en dominant le nouveau recordman du monde éthiopien Lamesha Girma. Après l'argent de Londres en 2017, le bronze de Doha en 2019 et l'or de Eugène en 2022, c'est la 4e médaille mondiale consécutive pour le Marocain de 27 ans. En 8 minutes 3 secondes 53 tiers, il a dû s'employer dans le dernier tour pour devancer Girman en 8 minutes 05 secondes 44 tiers qui avait battu le record du monde de la spécialité à Paris début juin. Il s'empare de nouveau d'argent après les mondiaux de Doha, de Eugène et les Jeux olympiques. Stop et fin de ce journal mis en onde par Tibus Arirenu. Merci de nous avoir suivis. Je suis Wilfried Kiantaga. Retenez que peu importe ce que vous traversez dans votre vie, que c'est pour un temps. Laissez toujours le temps au temps. Cela aussi passera. Bonne suite des programmes sur Radio Afrique Santé.